Le mode de vie, on a 4 éléments qui sont essentiels. Le premier élément, c'est l'alimentation. On entrera dans les détails plus tard. Le deuxième élément, c'est l'activité physique. On dira quelques mots. Le troisième élément, c'est la gestion de la douleur ou du mal-être. Certains disent stress, mais ce n'est pas réellement le stress. Enfin, c'est un stress, mais on verra. Et le quatrième point, c'est le sommeil. Donc voilà les 4 points sur lesquels il faut jouer pour avoir une bonne vie et être en santé. L'alimentation, puisque c'est le sujet du jour, je le mets un peu à côté, je dis un mot sur l'activité physique. Quand on parle d'activité physique, ça ne veut pas dire sport. L'activité physique, c'est de bouger, de faire un exercice, mais qui vous permette, comme certains le disent, que votre cœur batte au moins à 110 battements par minute pendant au moins 30 minutes. Pendant au moins 30 minutes, on verra tout à l'heure pourquoi 30 minutes quand on abordera l'alimentation. Donc il faut se bouger. Parce que 70% de notre corps, de manière générale, est fait de muscles. Imaginez une usine qui a 70% d'employés qui ne travaillent pas. Il y a un problème. C'est une usine qui va forcément aller à la casse. Mais pourquoi nous avons les muscles et pourquoi il faut travailler nos muscles? Parce que nous descendons de nos ancêtres. Quand vous remontez, même seulement il y a 10 000 ans, on vivait comme les lions vivent aujourd'hui. Donc les lions, peut-être, oui, un peu comme les lions vivent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on dormait, on se lève le matin, on dit bon, il faut qu'on mange. L'homme c'était un nomade, il arrivait dans un endroit, il va vivre de fruits, de légumes, mais aussi de la chasse. Il faut qu'il a chassé pour avoir l'énergie. Donc quand il va chasser, il rentrait souvent en bredouille. Mais pour chasser, il est obligé de dépenser. Il se dépensait physiquement. Donc ces muscles-là étaient là pour ça. Il se dépensait physiquement. Mais s'il rentrait bredouille, le lendemain, il partait à la chasse. Et on estime même que c'est une fois sur 2 ou une fois sur 3 qu'il réussissait à prendre sa proie. Donc il avait dépensé l'énergie. Il avait développé son muscle. Mais il n'avait pas regagné cette énergie-là. Donc l'énergie diminuait dans son corps. Mais pour qu'il fasse ça, il fallait qu'il ait la réserve d'énergie. Et du coup, l'obésité, ce n'était pas un truc qui était courant comme aujourd'hui. Et ce sont les gens qui, plus ou moins obèses, qui ont fait que nous vivons aujourd'hui. Parce que les gens minces, surtout les femmes, comment ils allaient résister avec l'accouchement? Voilà toute la question. Donc ce sont les obèses qui nous ont amenés jusqu'aujourd'hui parce qu'ils avaient assez d'énergie pour résister surtout aux périodes de famine. Quand il n'y avait pas assez d'éléments. Mais ceux qui étaient minces, ils partaient. Mais aujourd'hui, ça a changé. Donc nous avons des muscles pour ça. Et il faut donc entretenir ces muscles en faisant l'activité physique. Mais je vous dis de manière générale, quand on parle du mode de vie et avoir une bonne santé, il y a quand même un certain nombre de critères qu'il faudrait avoir. Le premier critère, c'est l'humilité. L'humilité. Je vais vous dire pourquoi l'humilité. Et le deuxième critère, c'est l'état d'esprit. Pourquoi j'ai dit l'humilité? Il y a beaucoup de gens parmi nous qui ont du poids et qui disent qu'ils veulent maigrir. Mais ils sont embêtés parce qu'ils disent si je maigris tôt, on va dire. Ils ne sont pas eux. Parce qu'ils pensent à ce qu'on va dire. Ah non, il faut toujours que je paraisse. Mais il y a un problème. Quand vous restez avec le poids, vous restez dans un certain état d'esprit, ben, le risque c'est qu'un jour vous tombez malade, vous vous retrouvez à l'hôpital, hospitalisé. Mais les gens, quand vous disiez on va dire, il faudrait encore avoir la chance qu'on se souvienne de vous, sinon on ne parle plus de vous. Sinon que, en ayant peut-être de la compassion pour vous en disant il est couché à l'hôpital, là c'est fini pour lui, alors que c'est pas fini. Donc vous voyez, vous vous occupiez de ce que les gens allaient dire, mais quand vous êtes touché par la maladie, on s'en fout. C'est pour ça qu'il faut être humble. Vous dites, moi je fais, si par exemple on dit là, il faut porter les bancs. Vous portez, ça n'a l'air de rien, mais ça vous permet de dépenser physiquement l'énergie. Quand il faut venir à l'établissement, si j'habite à côté, pourquoi j'ai la moto, pourquoi je viens avec la moto? Je viens à pied. Il faut que je dépense l'énergie. L'énergie, on l'appelle les calories. Il faut que je dépense ces calories. Parce que quand je stocke les calories sans dépenser, ça apporte de la graisse. On va voir ça au niveau de l'alimentation. Donc l'activité physique, c'est quelque chose d'important. Mais une activité physique
modérée et permanente. Les deux mots-là sont importants. Modérée et permanente. Donc, plutôt que de me lever le dimanche, aller faire 2 heures, 3 heures de sport et passer la semaine sans rien faire, mieux je fais 30 minutes, même 5 jours par semaine. Parce qu'il a été même démontré que les gens qui font trop de sport, c'est dangereux pour leur santé. Pourquoi? Parce que, ah oui, je devais parler des radicaux libres. Les radicaux libres, comme on dit que c'est toujours la chimie, c'est l'oxygène. L'oxygène qui va voler les électrons sur les molécules. Donc, quand la mitochondrie, qui est la centrale énergétique, travaille, son déchet, ce sont les radicaux libres. C'est un déchet qui est toxique pour le corps. Donc, pour lutter contre ça, il faut donc avoir ce qu'on appelle les antioxydants. Et il y a un certain type d'aliments qui vous apporte les antioxydants. Alors, imaginons quelqu'un qui n'a pas une alimentation équilibrée, qui fait trop de sport, pas trop, il dépense l'énergie. Donc, il fait travailler sans centrale énergétique, qui donne beaucoup de déchets. S'il n'arrive pas à compenser ces déchets, ça reste dans le corps. Et ces déchets-là, à la longue, vous donnent des cancers. Vous donnent d'abord l'inflammation. L'inflammation, ce sont des petits, si vous voulez, des petites pathologies qui sont disséminées partout dans votre corps. Et après, ça peut se transformer en modification de l'ADN. Vous avez vu tout à l'heure. C'est un peu comme une hémorroïde vient fonctionner comme la mauvaise copie. Et quand vous faites la photocopie, la cellule ne comprend pas ce que c'est le cancer. Donc, pour faire simple, trop de radicaux libres, c'est l'inflammation. L'inflammation, c'est le cancer. Je vais un peu, mais c'est pour que vous reteniez ça comme ça. Donc, il faut éviter les micro-inflammations. Et en quoi le sport est bien? Ceux qui font le sport le savent. Vous vous levez le matin, vous êtes même souvent fatigué, vous avez la flemme, mais quand vous rentrez du sport, vous êtes content. Vous vous sentez bien. Pourquoi? 2 raisons. La première raison, c'est que quand vous faites du sport, vous sécrétez des bonnes hormones. Des bonnes hormones, ce qu'on appelle des hormones du plaisir, comme la dopamine. J'aurais dû aussi expliquer ce qu'on appelle une hormone. L'hormone, c'est une substance qui est sécrétée par un organe et qui va agir sur un autre organe, mais en passant par le sang. Ça, c'est ce qu'on appelle une hormone, qui est différent d'un neuromédiateur. Parce que les neuromédiateurs fonctionnent dans le neurone, dans le nerf. Parce que les nerfs se mettent ensemble, mais arrivé au niveau, entre 2 nerfs, il y a un espace. Et justement, le neuromédiateur, comme on dit, il est médiateur entre 2 nerfs. Médiateur entre 2 nerfs. Donc, il se met dans l'espace. Il n'est pas dans le sang. Ce n'est pas la même chose. Donc, quand on fait le sport, on sécrète des bonnes hormones. Ça nous fait l'hormone du plaisir, on est content. Mais au-delà de ça, je vous ai parlé de la centrale nucléaire. De la centrale du corps, la mitochondrie. En temps normal, les mitochondries doivent donner de l'énergie. Mais quand des mitochondries qui sont apathiques, qui ne travaillent pas bien, elles sont éliminées. La cellule après bien dit toi tu pars. Mais c'est un phénomène qui se fait normalement. Mais quand vous faites l'activité physique, vous sollicitez la centrale qui va produire l'énergie, vous les sollicitez. Donc ils sont sollicités. Mais l'avantage c'est qu'à la fin du sport, ce phénomène de sélection-là se fait rapidement et plus efficacement. Parce que l'organisme se dit, et demain, il va encore être sollicité. J'ai besoin des gens qui vont tenir le coup. Donc elle élimine rapidement les mitochondries qui ne travaillent pas bien. Et c'est pour ça qu'à la fin du sport, vous vous sentez bien. Parce qu'on a éliminé les trucs qui ne vous donnent pas de l'énergie. Donc, voilà, l'activité physique, c'est quelque chose d'important. Autre importance de l'activité physique, c'est que quand on... Surtout, la marche, c'est la plus simple. La marche. Vous marchez, faites la marche, comment on dit, militaire. Pas la marche, vous levez. J'ai fait un truc, je marche avec mon ami, je balade, je ne bouge pas trop. Parce que notre corps, justement, à l'époque, il n'y avait pas assez de nourriture. Notre corps a été façonné pour ne pas dépenser beaucoup d'énergie. Donc quand vous marchez, normalement, vous n'en dépensez pas trop. C'est bien mieux que celui qui reste à regarder la télé. Parce qu'aujourd'hui, les gens restent, ils regardent la télé en même temps en mangeant. Et après, ça devient une boule. Donc, il faut bouger. Ça, c'est ce qu'il faut bouger. Donc, quand vous faites la marche, l'autre avantage de la marche, c'est qu'on a le cœur. Le cœur bat, vous renforcez votre cœur. C'est un muscle, vous renforcez votre cœur. Mais vous renforcez aussi la fonction de votre foie.
Et le foie, les Chinois l'appellent le général, parce que pour eux, c'est l'organe le plus important du corps humain. Le cœur, ce n'est que pompe, elle pompe le sang. Mais le foie, il fait tout. Elle fabrique les hormones, elle fabrique les enzymes, elle élimine. Tout ce qui entre par la bouche passe par le foie, automatiquement. Et tout ce qui entre dans le corps va passer par le foie. Parce que celui qui va faire la sélection, il dit, toi, je te transforme, tu vas sortir. Toi, ok, tu peux continuer. Toi, c'est ça le foie. Donc quand vous faites le sport, l'activité du foie est ce qu'on appelle débit dépendant. Donc il dépend du débit sanguin, de la vitesse du sang. Mais ça, c'est le sport qui vous apporte ça. Donc quand vous êtes habitué au sport, votre débit est important, vous travaillez bien votre foie. Le troisième avantage, je parlais du cœur. Le cœur, lui, il pompe le sang. Le sang descend dans le corps et ça remonte. Il remonte avec des difficultés, mais ça remonte parce qu'il y a le pompe, le cœur. Mais on a un autre système circulatoire qui est la lymphe, le système lymphatique. C'est là où on a, vous entendez parler de lymphocyte B, lymphocyte T. C'est là où on a nos défenses du corps. Mais ce système n'a pas de pompe. Et la meilleure façon de les faire pomper, c'est la plante des pieds. Donc il faut marcher, il faut bouger. Quand vous bougez, vous accélérez ce système qui permet donc d'attaquer tout ce qui est étranger, tout ce qui doit être détruit, parce que les cellules cancéreuses, je vous dis, sont détruites, mais pas le système immunitaire, pas nos défenses. Or, si vous ne faites pas fonctionner votre plan bien, votre système lymphatique va aussi tourner lentement. Ouais, vous serez facilement attaqué par les maladies. C'est important. Vous voyez que le sport apporte beaucoup de choses. Et c'est capital, c'est indispensable à nos vies. Le corps de l'homme est fait depuis le temps parce que il n'y avait pas assez d'offres comme aujourd'hui. Aujourd'hui, vous tournez, vous achetez n'importe quoi, vous mangez. Mais avant, il fallait dépenser de l'énergie pour avoir. Donc c'est pour ça qu'il faut, nos muscles, je vous dis 70% du corps, il faut que les muscles travaillent. C'est très important. Donc, la troisième chose, je laisse l'activité physique, maintenant je passe à la gestion de la douleur. Parce que ça fait partie du mot de vie. Bon, certains parlent du stress. Mais en réalité, le stress, on l'a tout le temps. Quand je vais traverser la route, j'ai le stress. Est-ce qu'il y a la moto qui passe? Est-ce que je vais m'en sortir? Quand il y a des amis qui viennent, j'ai le stress. Quand il y a des trucs, j'ai le stress. C'est un phénomène normal, mais qui est court. Donc ça arrive, ça se passe. C'est quoi le stress en réalité? Le stress, sur le plan de la physiologie, ça veut dire du fonctionnement du corps, c'est une hormone qui est produite. Par exemple, le cortisol, c'est une hormone du stress. L'adrénaline, c'est une hormone du stress. Mais ces hormones-là sont produites pour aller faire des actions bien précises. N'oubliez pas qu'à l'époque, l'homme s'est levé pour aller chasser, mais lui-même était aussi chassé. Vous imaginez quelqu'un, il avait une lance, il regarde une antilope. Un sixième sens fait, il se retourne et il voit que le lion aussi est en train de le guetter pour le manger. Bah. Ah non, avant de détailler, son corps réagit et c'est ça le stress. Son corps réagit en sécrétant les hormones du stress, comme le cortisol. Ses cheveux se redressent. Mais ça se redresse pourquoi? Son cœur se met à battre. Donc ce sont des molécules du stress qui sont sécrétées dans le corps. Le corps se met à battre. Et le corps dirige le sang vers le muscle. Parce que le corps est en train de dire, le cœur aura besoin du muscle. Le muscle aura... Non, le cœur aura besoin de l'oxygène. Le muscle aura besoin de l'oxygène. Et ses poumons s'ouvrent parce qu'il dit qu'il aura besoin de l'air pour respirer. Donc, cette réaction vous prépare soit à fuir, soit à attaquer, à lutter. C'est ça le stress, c'était ça. Donc les hommes avant avaient ce stress pour survivre, parce qu'à ce moment-là, votre nourriture n'est plus importante, c'est la survie. Parce que si le lion vous attrape, vous avez fini, c'est fini. Donc il faut que le corps réagisse. Et vous, et c'est secret ça. Donc, ce sont les trucs qui se passaient sur un moment court et après ça retombait. Parce que les molécules du stress ne sont pas très bonnes quand ça reste longtemps. Or, aujourd'hui, c'est ça le problème dans notre société. Vous avez un être important qui meurt. Vous avez un problème d'emploi. Votre mari qui part, votre femme qui part, des trucs comme ça. Comment vous gérez ça? Parce que quand vous gérez ça sur le long terme, vous produisez ces hormones du stress qui vous détruisent. Ça vous détruit, ça diminue votre immunité. Ça fait que vous avez soit l'appétit, soit vous n'avez pas d'appétit. Et si vous avez l'appétit, vous mangez n'importe comment. Vous grossissez. Et chaque fois qu'on grossit, qu'on a trop de masse dans le corps, c'est tous les micro-inflammations. N'oubliez pas. Micro-inflammation, c'est les maladies qui sont en train d'arriver. Le diabète, l'hypertension et tout ça. Voilà. Donc c'est important de gérer son stress. Et l'une des façons de gérer le stress, c'est le sourire. Des études ont montré que quand les gens passent le temps à sourire, à rire, le rire, à vraiment rire, comme les humoristes nous font rire,
on se rend compte qu'après, quand on fait l'examen, après 3, 4, 5, 6 heures après, quand on prend, le nombre des anticorps a augmenté. C'est-à-dire que votre défense du corps a augmenté. Donc, vous êtes prêt à attaquer n'importe quel corps étranger qui a. Mais ceux qui s'énervent tout le temps, nerveux, et ils sont trop anxieux, ils diminuent les anticorps. C'est le contraire qui se passe. Ce sont des études qui le montrent. Parce que d'abord, vous sécrétez, vous dites les hormones du stress détruisent notre corps. Parce que le stress est là pour un temps. Ouais. Quand il vous dit que votre cœur commence à battre, bon, vous pompez le sang, vous vous apprêtez à fuir. Les vaisseaux aussi se dilatent pour apporter le sang. Mais toute cette vitesse de sang là qui arrive, c'est le risque d'hypertension. Quand ça se passe en un laps de temps, c'est bien, mais quand ça se passe sur le long terme, voilà une autre forme d'hypertension que vous pouvez avoir. Donc il faut prendre l'habitude de gérer le stress. C'est pas facile quand vous perdez quelqu'un qui perd un enfant, quelqu'un qui perd. C'est pas facile à gérer. Mais justement, il faut s'ouvrir aux autres. La société africaine gérait ça avant. Parce que la société africaine était large. Vous avez l'oncle, la tante à la maison, on se retrouve le soir, on bavard, on évacue. Mais aujourd'hui, les gens vivent, le père, la mère, quelques enfants, ils gèrent tout ça. Alors c'est pour ça qu'il faut avoir donc, le courage et l'honnêteté. Quand on a certains événements, un accident qui m'est arrivé, je revois ça, une agression qui est arrivée, je revois de temps en temps ça, allez voir un psychologue. Vous allez parler avec le psychologue qui va vous permettre d'évacuer. Je ne dis pas un psychiatre, parce que les psychiatres sont un médecin, ils sont les fous, comme on dit en Pékélé. Mais le psychologue vous permet de comprendre des phénomènes qui vous arrivent. Oh, chez nous, on habite classe, on dit qu'on vient le manger la nuit, on vient. Vous voyez d'abord un psychologue avant de... Waouh, il vous aide. Il va échanger, vous allez voir. Il y a des événements que les gens vivent aujourd'hui. Ils simplifient. Mais ces événements-là reviennent 5 ans, 10 ans plus tard. Ils ne se souviennent même plus. Enfin, ils ne font pas de lien avec l'événement qu'ils ont vécu. Ça revient 10 ans plus tard et ils réagissent n'importe comment. Ils ne comprennent pas. Souvent, même les enfants, imaginez des enfants qui vivent dans un couple où le père tape la maman. L'enfant voit. Quand il grandit plus tard, il est traumatisé. Faites donc attention. Faites attention à ces enfants-là, suivez-les. Et s'ils ont grandi, qu'ils aillent voir un psychologue pour discuter avec eux. Parce que ça affaiblit normalement le corps. Donc voilà le troisième point sur lequel je passe rapidement. Mais là, on arrive au sommeil. Parce que comme je vous ai dit, le mot de vie, il y a 4 types. L'alimentation, qu'on va voir en détail. L'activité physique, qu'on vient de voir. La gestion de la douleur ou du mal-être, qui est là. Et puis maintenant, quatrième, le sommeil. Alors voilà un élément important parce que le sommeil permet de réparer et de récupérer. Ok. En général, le sommeil est fait de... On estime qu'il faut dormir entre 6 et 8 heures. Bon, mais il y a des gros dormeurs qui dorment 9 heures pour être bien. Il y a des petits dormeurs qui doivent dormir 6 heures, c'était peut-être 5 heures. Mais l'essentiel, c'est que quand vous vous réveillez, que vous sentez que vous êtes en forme. C'est ça le plus important. Donc le sommeil doit être récupérateur. Et le sommeil, comment ça se passe? Le sommeil est fait de 4 phases. Parce que quand on ne le sait pas, on n'a pas l'impression. 4 phases. La première phase, c'est ce qu'on appelle la phase d'endormissement. En général, ça dure pas longtemps, 20, il y en a qui en 10 minutes dès qu'ils sont aujourd'hui. Ils dorment, hein? D'autres 20 minutes, d'autres 30 minutes. En général, c'est cette phase d'endormissement. La deuxième phase, c'est le sommeil léger. Donc juste après l'endormissement, il y a le sommeil léger. Dans toutes ces 2 phases-là, on peut vous réveiller facilement. Il suffit de vous taper, vous vous réveillez. Il n'y a pas de problème. La troisième phase, c'est le sommeil profond. Et celui qui est capital dans le sommeil. Si vous n'arrivez pas à cette phase-là, ou si vous le faites court, vous ne serez pas en forme le lendemain. Ça, si vous n'êtes pas en forme le lendemain, généralement, c'est le sommeil profond. Parce que celui qui est réparateur, il permet de réparer tous les dégâts de votre corps. Il permet de tout mettre en place dans votre corps. Ce sommeil profond, il est réparateur. Et la 4e phase, c'est le sommeil qu'on dit paradoxal. Paradoxal, vous avez... Pourquoi il est paradoxal? Parce que vous êtes endormi profondément, mais vous avez les yeux qui bougent. Certains rient à cette phase-là. C'est le sommeil, c'est la phase des rêves. C'est à cette phase-là qu'on rêve. On rit, on parle, c'est ça cette phase-là, oui. C'est pour ça qu'on dit paradoxal. Voilà, donc vous êtes profondément endormi. Mais, vos yeux, chez les anglophones, on appelle ça REM. Rapid Eye Movement.
Donc le sommeil des yeux rapides. Chez les enfants, vous voyez très bien ça, les bébés. Vous les voyez sourire, il a les yeux, il crie. Il est en train de lever. Il n'y a pas de problème, ne paniquez pas. Il est en train de lever. Et c'est ce sommeil paradoxal qui permet de mémoriser ce qu'on a vu dans la journée. C'est capital, la mémoire. C'est lui. Donc, et quand le sommeil paradoxal finit, l'autre cycle recommence. Et toutes ces phases-là durent 90 minutes, donc 1h30. Donc, vous voyez, dans une nuit de sommeil, vous avez donc comme ça entre 4 et 6 phases de sommeil. Donc, quand on dit 4, ça vous fait 6 heures, 6, ça fait 9 heures. Donc, c'est entre. Et vous ne vous souvenez pas. Donc, quand vous finissez la phase du sommeil paradoxal, vous revenez à la phase du sommeil léger. Mais certains peuvent aller jusqu'à la phase jusqu'à se réveiller. Et se rendormir. D'autres reviennent à la phase du sommeil léger, après le sommeil profond, paradoxal, et reviennent. Oui. Donc, ça c'est les phases du sommeil. Or, en début de sommeil, la phase qui est la plus longue et la plus importante, c'est le sommeil profond. Et en fin de sommeil, c'est la phase du sommeil paradoxal, donc des rêves qui prédominent. Et c'est ça qui fait que quand vous vous réveillez, vous avez souvent les rêves en tête. Parce que vous avez terminé ça. Mais en réalité, ça veut dire que théoriquement, vous devez rêver au moins 4 ou 5 fois par jour. Des rêves différents. Mais comme les premiers rêves sont passés depuis, vous n'avez plus le souvenir. Donc le sommeil est divisé en phases. Et c'est donc important de faire le sommeil. Parce que ça permet de réparer. En temps normal, le sommeil se passe quand la lumière du jour a disparu. Il faut rentrer encore à nos ancêtres. Il n'y avait pas ce problème. La lumière du jour disparaissait. Il n'y avait pas tout ce que nous avons aujourd'hui, les lampes et tout ça. Ils dormaient. Et le matin, quand la lumière venait, ils se réveillaient. Nous, on a un problème aujourd'hui. Les téléphones portables, les ordinateurs, les téléviseurs. Ces outils-là sécrètent de la lumière. Et notamment ce qu'on appelle la lumière bleue. La lumière bleue, parce que vous savez que la lumière a plusieurs utilisés. C'est comme ce que vous voyez l'arc-en-ciel. Donc quand il y a le soleil, il y a un pluie là, on voit l'arc-en-ciel, il y a plusieurs couleurs de la lumière. Et vous avez, donc ça part du rouge au violet. C'est pour ça qu'en dessous du rouge, on parle de infrarouge. Et c'est là que vous avez les micro-ondes et les ondes radio. Bon, les ondes qu'on reçoit là sont en dessous. Par contre, au-dessus, c'est les ondes qui sont puissantes. Les ondes X, les rayons X, quand vous allez faire la radio à l'hôpital, c'est ça. Et puis les rayons gamma. Il faut qu'on se protège du soleil parce que le soleil nous envoie ça. Donc quand on s'expose au soleil longtemps, même nous les noirs, faisons attention. Parce que la différence qu'il y a entre les noirs et les blancs, ce n'est que la mélanine, le taux de mélanine qu'il y a là. La mélanine que nous avons sur la peau permet de résister aux ultraviolets du soleil UV qui viennent, qui peuvent nous attaquer. Et c'est parce que l'homme noir a quitté l'Afrique. Est parti en Europe. Et est resté. On estime que l'homme a quitté l'Afrique il y a 40 000 ans. Il est arrivé en Europe. Et après 20 000 ans, la génétique au niveau des gènes de ce qu'on appelle les blancs, entre guillemets, a changé. Mais il était toujours noir. Et il n'y a que 8 000 ans que le blanc qu'on voit est apparu. Ça veut dire que si on part dans cette logique, il y a 10 000 ans partout sur Terre, il n'y avait que les noirs. Partout sur Terre, il n'y avait que les noirs. On doit quand même s'exposer au soleil, parce que le soleil nous apporte la vitamine D. Mais 30 minutes, pas plus. Mais si vous restez 2 heures, vous allez vous brûler, risque de cancer. Et je fais une discrétion là-bas, parce que les femmes, nos femmes noires, utilisent certaines pommades pour se blanchir la peau. Mais quelle est la fonction de la pommade qu'ils utilisent? On appelle ces pommades, ces produits-là des corticoïdes. Corticoïdes, c'est une famille de produits. Elles connaissent bien ces noms-là. Topicor, Topiform, Kenacor, tout ça, Dexaméthasone, tout ça. Elles utilisent ça sur la peau. Ben, le corticoïde vient diminuer uniquement la mélanine sur la peau. Mais le danger, sachez une chose, les corticoïdes, on ne doit pas les utiliser au-delà d'une semaine. Parce qu'après une semaine, les effets secondaires sont supérieurs aux bénéfices qu'on peut tirer. Excepté chez certaines personnes qui ont, par exemple, des problèmes de peau. Parce que les corticoïdes, ils ont deux fonctions essentielles.
le puissant anti-inflammatoire. Le cortisol, nous l'avons naturellement dans notre corps, et je vous ai dit, c'est l'hormone du stress. Et ils sont des puissants anti-inflammatoires, ils sont des puissants anti-allergiques. Donc on donne ça souvent aux gens à qui on a fait les transplantations d'organes pour qu'il n'y ait pas le rejet de l'organe anti-allergique. Or, les femmes qui utilisent ça, les hommes aussi, pas seulement les femmes, qui utilisent ça, c'est pour devenir blanches. Mais quand le corticoïde rentre dans le corps, il a beaucoup d'effets secondaires. Il retient l'eau de votre corps. Quand il retient l'eau, il retient le sel, il retient l'eau, il risque d'hypertension. Il retient le sucre, il risque de diabète. Il diminue votre immunité, les maladies vous atteindent, notamment les virus. Vous regardez sur la peau. Il a beaucoup d'effets secondaires. Donc, au bout d'une semaine, utilisez les corticoïdes, faites attention. Et là, je vous aussi dire une chose, quand vous prenez les médicaments, regardez les médicaments, il y a le rectangle rouge et le rectangle vert. Ça, logiquement, vous ne devez pas prendre ça sans ordonnance. Rectangle rouge et rectangle vert. Le rouge est plus dangereux que le vert. Donc, parce qu'on est dans un pays où tout est laissé comme ça. Sinon, normalement, vous allez dans une pharmacie. Si vous n'avez pas une ordonnance, on ne peut pas vous servir ces produits-là. Vous ne pouvez prendre que les produits qu'on dit de vente libre, paracétamol, et tout ça. Mais tous les autres produits antibiotiques, les trucs comme ça, tout peut pas. Mais ici, on vend parce que si vous ne vendez pas, le gars vous dit attendez, docteur, j'arrive. Il peut au marché, il achète un carton, il vient, il retire la boîte, il vous donne le carton. Donc, c'est important le sommeil. Et le sommeil doit être réparateur. Malheureusement, quand on dort bien, ça va. Mais il y en a qui ne dorment pas bien, qui sont obligés de prendre des produits, des médicaments pour dormir. Malheureusement, ces médicaments-là ne vous apportent pas un sommeil physiologique, ils vous apportent un sommeil anesthésique. Or, la perte de conscience n'est pas le sommeil. Faites attention. C'est anesthésique. Et le matin, quand ils se lèvent, ils sont un peu comme des zombies. Ils ont même oublié. C'est en fait ce qu'on appelle l'anesthésie rétrograde. Ça dit que vous oubliez les événements récents. Tu as fait quoi hier? Je ne sais même plus, je me rappelle. Et là, je voulais quand même faire, parce que je vous ai dit, je donne aussi les trucs parce que ça vous permet de vérifier. Il y a un professeur français, pharmacien, un puissant pharmacologue, qu'il appelle Jean-Bernard Fourtillon. Donc, vous prenez son nom, vous irez regarder sur YouTube. Il a découvert une molécule qu'il appelle la valentonine. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit que la molécule du sommeil, c'est la mélatonine. Et donc, certaines personnes prennent même des comprimés de mélatonine pour dormir. Mais Jean-Bernard Fourtillon, qui a découvert la valentonine en 1994, a donc dit qu'il a découvert la véritable hormone du sommeil, c'est la valentonine, ce n'est pas la mélatonine. Donc, et à partir de sa découverte, il a découvert ce qu'on appelle le système de veille-sommeil. Il y a trois hormones qui constituent ce système de veille-sommeil, qui dirigent donc toutes les autres hormones du corps humain. La première hormone, c'est la mélatonine, qui n'est pas l'hormone du sommeil, mais qui est un puissant anti-oxygène. Comme je vous ai dit, l'oxygène crée ce qu'on appelle les radicaux libres qui nous détruisent, donc il faut des corps qui vont les combattre. Mais ça, c'est le rôle de la mélatonine. Au niveau des nerfs, et on a le 5-méthoxyamala, c'est lui qui nous permet de nous réveiller et de tenir dans la journée. Et la valentonine, c'est elle qui nous permet de dormir le soir. Donc quand on a le soir la lumière qui part, il faut dormir. C'est pour ça que les téléphones, les portables et les télévisions, il est conseillé qu'une heure au moins avant le sommeil, vous ne regardez plus, vous n'utilisez plus. Les gens vont vous dire, j'arrive pas à dormir. Jusqu'à 1h du matin, il est sur son téléphone comme ça. La lumière bleue qui est sécrétée par le téléphone bloque la sécrétion de ces hormones-là. Vous ne pouvez pas dormir. Donc il faut laisser le téléphone au moins 2 heures avant. Comme ça, vous prenez, à la limite, vous prenez un truc, vous lisez, un truc qui n'est pas important, vous vous mettez à lire et puis le sommeil vient, vous n'avez pas de compte. Donc il faut rechanger les habitudes. C'est pas facile, c'est pas évident. Commencez donc par être conscient déjà de ça pour pouvoir dormir. D'autres vont faire le sport avant d'aller dormir. Il n'est pas conseillé parce que quand vous faites le sport avant d'aller dormir, vous avez du mal donc à dormir. Ok, ça c'était quelques mots sur les 3 autres facteurs qui sont importants pour avoir une bonne vie. Maintenant, nous rentrons donc dans l'alimentation qui est le sujet aujourd'hui. Le titre c'est Une bonne alimentation, le meilleur médicament. On aurait pu écrire la bonne alimentation, le meilleur médicament. Mais une, c'est ouvert. Parce qu'il n'y a pas qu'une seule alimentation. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Et quand vous vous alimentez bien, vous faites ce qu'on appelle la prévention. Et il est difficile que vous tombez malade. Il est difficile que vous tombez malade
avec tout ce qu'on a vu précédemment. Alors, c'est quoi qu'on appelle l'aliment? L'aliment, c'est tout ce que nous mangeons. Le riz, le taro, le couscous, le machin. Mais dans ces aliments-là, il y a quoi? Si je prends l'œuf, on dit souvent que l'œuf c'est un aliment complet. Quand je prends l'œuf, dans l'œuf il y a ce qu'on appelle les nutriments. Donc tout le travail de la digestion, le fait de mâcher, de rentrer dans l'estomac qui l'écrase, c'est pour récupérer ces nutriments-là pour aller travailler dans nos cellules. Parce que notre cellule a besoin de ces nutriments-là pour vivre, pour se multiplier. Donc il faut donc apporter des bons nutriments pour que la cellule soit aussi bien. Alors, on a deux types de nutriments dans un aliment. Prenons par exemple l'œuf. Donc dans l'œuf, il y a deux types de nutriments. Les premiers types de nutriments, c'est ce qu'on appelle les macronutriments. Macro, ça veut dire beaucoup. C'est pas on dit c'est grand, gros, mais ça veut dire beaucoup. Et micronutriments, ça veut dire peu. Ok. Donc, aliments. Attends, peut-être qu'il faut faire le schéma. Ça permet de... Donc vous avez aliments. J'espère que les profs ne vont pas se moquer de mon écriture. Donc on a macronutriments. Comme ça. Et ici, micronutriments. Et dans les macronutriments, ils sont divisés aussi en trois. Les micronutriments sont divisés aussi en trois. Vous voyez que c'est facile à retenir. Dans les macronutriments, j'ai les premiers qu'on appelle les glucides. Ce que certains appellent sucre. Les deuxièmes, les lipides. Ce qu'on appelle graisse. Et les troisièmes, les protéines. Qui sont les acides aminés. Donc glucides, sucre, lipides, graisse, protéines, acides aminés. Et dans les micronutriments, j'ai ce qu'on appelle les vitamines, les minéraux, on dit souvent sels minéraux, et les oligo-éléments. Oligo-éléments. Donc, on va voir chaque famille et voir quelle est son importance dans le corps. Nous allons commencer par les glucides. Donc, les glucides sont appelés sucres. Et en général, quand il y a les noms, ça finit par ce qu'on appelle ose. Et le sucre le plus important, c'est le glucose. Le glucose. Et on le retrouve un peu partout. Vous avez le glucose, le lactose, le maltose, le saccharose, ainsi de suite. On appelle ça des oses. Donc, on va faire les sucres, les glucides. Donc, dans les glucides, vous avez ce qu'on appelle on dit sucre simple. Ils sont simples. Et le plus simple, le plus courant, c'est le glucose. Donc, vous avez une molécule de glucose. Je ne veux pas rentrer dans les détails au niveau de la chimie. C'est 6 atomes de carbone, comme on a vu tout à l'heure, avec l'oxygène, avec l'hydrogène. Le glucose. Quand le glucose est seul, on l'appelle monosaccharide. Mono, c'est pour dire seul. Saccharide, c'est pour dire sucre. Donc, c'est un sucre sain. Mais le glucose peut s'associer avec un autre glucose pour former ce qu'on appelle le maltose. Et ce sucre-là, on le trouve dans quoi? La bière. Ah oui. Le maltose se retrouve. Donc, c'est deux molécules de glucose qui sont mises ensemble. Donc, on peut avoir aussi, il y a un autre sucre simple qui s'appelle le fructose. Ça, c'est le sucre des fruits. Fructose. Donc, ça se trouve dans les fruits, le miel et tout ça. Et le fructose s'associe à un glucose pour former ce qu'on appelle le saccharose. Vous savez ce que c'est que le saccharose? C'est le sucre que nous mangeons le matin en carré. C'est ça. Donc, quand vous prenez un morceau de sucre, c'est le saccharose. Et dans ce saccharose, vous avez une molécule de glucose et une molécule de fructose. Pas une, hein? C'est-à-dire que vous avez une et glucose qui sont liés, mais plusieurs milliers comme ça. Plusieurs milliers. Des milliers, des milliers. Donc, quand vous mangez le sucre, vous mangez le glucose et le fructose.
On va voir ce que ça fait dans le corps. C'est bien ou pas? Donc, il y a aussi un concept. Moi, je vous donne seulement les plus importants, parce qu'il y en a plusieurs. Hein. Le galactose, qui s'associe avec le glucose pour former ce qu'on appelle le lactose. Le lactose, c'est le sucre du quoi? Du lait. Lactose. Donc l'enfant qui voilà ce qu'il prend. Alors, ça, ce sont des sucres simples qu'on appelle mono, ou dit un saccharide. Eux, comme ils ont deux, ces deux sucres, on dit di, ou dit deux. Di saccharide. Mais seulement le glucose, il peut s'associer comme ça, former 10, 20, 30, 40, 50, 100, 2000, 3000, 5000 glucoses qui sont associés entre eux. Et ça fait des chaînes qu'on appelle soit la cellulose, qui est la réserve de glucose qui est dans le muscle, soit l'amidon, qui est la réserve dans la plante. Donc c'est ça que la plante met en réserve pour utiliser pour avoir l'énergie. Et donc, plusieurs molécules de glucose forment ce qu'on appelle l'amidon. Or, où trouve-t-on cet amidon? Dans nos plats. Surtout les produits, les féculents. C'est les tubercules, donc les trucs qui sont faits dans les racines sur la terre. Les céréales, c'est les fruits à grains. Maïs, riz, mil, sorgho, ça c'est à grains. L'orge, les céréales et même les légumineuses, qu'on appelle légumineuses, c'est les fruits à gousse. La gousse, c'est un truc qu'on peut enlever comme dans le haricot. Donc haricot, lentilles, pois chiches, petits pois, tout ça c'est les fruits légumineuses. Donc ils sont riches en amidon. Et s'il est riche en amidon, ça veut dire qu'il est riche en glucose. Voilà. Donc, le corps a besoin du glucose. Pourquoi? Parce que c'est le glucose qu'il utilise principalement comme énergie. Quand je parle, je marche, je bouge, c'est le glucose qui est utilisé comme énergie. Mais comment il utilise le glucose comme énergie? Le corps, donc, l'alimentation, l'aliment que je prends, je mâche. Parce que le glucose est dans le riz. Mais il est collé. Il faut que je le mâche pour qu'il soit libéré. Quand il est libéré dans l'estomac, il passe dans l'intestin. Dans l'intestin, il passe par le sang. Obligatoirement, je vous ai dit, tout ce qui passe par l'intestin vient dans le foie. D'abord, parce que le foie doit faire la sélection. Lui qui dit, toi tu pars, toi tu te transformes, ainsi de suite. Donc le glucose vient dans le foie. Dans le foie, le glucose, parce que celui qui est d'abord utilisé en énergie, le foie va le transformer en substance de réserve, parce que c'est l'énergie, il met en réserve, on appelle le glycogène. Donc il va associer quelques molécules de glucose pour faire le glycogène qui va rester dans le foie pour l'énergie. Mais pour l'énergie de qui? Pour lui, mais surtout pour le cerveau, parce que le cerveau n'a pas de structure pour garder l'énergie. Et le cerveau n'utilise que le glucose comme énergie. Or, comment le glucose donne l'énergie? Le glucose, il réagit avec l'oxygène. On respire, non? Quand on respire, l'oxygène entre dans le corps. L'oxygène entre pour faire cette réaction. Donc le glucose qu'on a mangé dans la patate, qu'on a mangé dans la pomme de terre, eh bien, ça se passe au niveau de la cellule. Vous avez dit que tout, c'est la cellule. Le glucose, avec l'oxygène, réagissent pour former ce qu'on appelle le gaz carbonique. C'est le gaz qui va rejeter. Quand on absorbe, c'est l'oxygène qui entre. Quand on ressort, c'est le gaz carbonique. Vous voyez que c'est un déchet. Ça va donner l'eau. Ça va donner l'énergie. C'est cette énergie qui me permet de bouger, de parler, qui permet à mon cœur de battre, qui permet à mon sang de circuler, qui permet à toutes les réactions du corps de se faire. Donc ça va du glucose. Alors, bon, j'anticipe un peu. Quand il n'y a pas de glucose, alors il faut l'énergie. Le corps va donc prendre l'énergie des réserves qu'il a mis en réserve. Dans les muscles, vous avez aussi la réserve. Mais la réserve, comme je vous ai dit, ce n'est que pour 20 minutes. Donc quand le glucose entre dans le corps, il va pour 20 minutes. On va voir ça tout à l'heure. Donc, le glucose, son rôle, c'est de s'associer avec l'oxygène pour donner l'énergie. C'est ça. Le glucose ne donne pas directement l'énergie. Il entre, comme vous êtes des scientifiques, il entre dans un cycle qu'on appelle le cycle de Krebs. Et c'est lui qui donne ce qu'on appelle l'ATP. En réalité, c'est l'ATP qui donne l'énergie. Adénosine triphosphate, ce n'est pas le glucose qui donne directement l'énergie, mais on peut comprendre ça comme ça.
Alors, le glucose a une certaine valeur dans le sang, ce qu'on appelle la glycémie. La valeur du glucose dans le sang, c'est 1 gramme par litre. Vous allez comprendre l'utilité. Donc, le sang doit toujours avoir 1 gramme de glucose par litre. Ça veut dire qu'un être humain, un adulte, il a 5 litres de sang. Ça veut dire qu'il faut 5 grammes de glucose. Or, 5 grammes de glucose, c'est le morceau qu'on prend chaque jour là, au petit déjeuner. 5 grammes, c'est ça. Dans tout le corps. Normal. Mais quand je mange le riz, ça apporte du glucose. Donc forcément, la quantité de glucose dans le sang augmente. C'est automatique. Mon corps est donc obligé de réagir. Et le corps réagit en sécrétant quoi? L'insuline. Il n'y a qu'une seule substance qui fait baisser le sucre dans le sang, c'est l'insuline. Alors que vous avez au moins 3 substances qui font augmenter le sucre dans le sang. Le glucagon, qui fait le compteur, l'insuline, l'adrénaline et le cortisol. Pourquoi? Quand vous réfléchissez avant, c'est parce qu'avant le sucre était une denrée rare. Nos ancêtres n'avaient pas le sucre comme nous l'avons aujourd'hui. Le corps s'adapte à son milieu. Donc comme il n'y avait pas assez de sucre, il n'avait pas besoin d'une substance pour baisser le sucre. C'est plutôt celle qu'il avait besoin de plutôt les substances pour augmenter le sucre. C'est pour ça qu'il a créé 3 trucs pour augmenter, parce qu'on était en manque. Mais aujourd'hui, les choses vont changer. Pourquoi? En réalité, notre corps devait changer progressivement. Mais notre mode de vie a fait que le corps est en train de... notre mode de vie est très avancé, mais notre corps est encore en retard. C'est ça qui nous donne les maladies. Donc, le glucose entre dans le corps, le pancréas sécrète l'insuline. L'insuline, c'est une hormone. Vous dites, sécrétée par un corps, passe par le sang et va agir. Le rôle de l'insuline, c'est quoi? C'est une clé. Lui, il vient, il ouvre chaque muscle. Il dit, prends le glucose. Le glucose entre là-bas. 20 minutes. Donc, c'est la réserve d'énergie. Ça, le foie, il met le glucose. Tout le reste du glucose qui n'est pas dans le muscle et dans le foie part où? Ça part dans le tissu gras. Donc l'insuline, elle amène le glucose, il ouvre le tissu gras. Écoutez bien ça, ça c'est très important. Parce qu'on parle de sucre. Donc je consomme le sucre. Le sucre est distribué dans les muscles en réserve, mais tout le reste du sucre va et est transformé en graisse. Voilà donc le rapport qui est entre le sucre et la graisse. Comment on grossit? Parce que j'ai un trop plein de glucose. Donc quand je mange les aliments qui sont riches en glucose et je ne dépense pas ce glucose par l'activité physique, le glucose est retenu dans le corps et il est transformé sous forme de graisse qu'on appelle en général les triglycérides. Et la graisse est située où? Ça dépend maintenant du sexe. En fonction du sexe. Chez l'homme, chez la femme, le sein et le bras. Pourquoi? La division sexuelle rentrait toujours à l'époque de nos ancêtres. Parce que la femme donne la vie. Imaginez que la graisse venait aussi au ventre. La femme allait encore porter l'enfant, elle allait faire le ventre sans sortir. Le ventre allait seulement la faire. Donc, l'énergie, la réserve d'énergie, c'est normal qu'elle a ça. Mais l'homme, lui, il allait chasser. Imaginez un homme qui avait la graisse qui l'empêche de chasser, il va courir comment? Mais vous avez des hommes qui ont des gros ventres et qui peuvent courir. Et donc, en réalité, on grossit pourquoi? Parce qu'on apporte plus d'énergie. Donc, de glucose qu'on ne dépense de. C'est pour ça que chaque jour, je mange, il faut que je bouge. L'énergie doit sortir. Si je grossis, ça veut dire que j'apporte plus que je ne dépense. Si je maigris, ça veut dire que je dépense plus que je n'apporte. Donc pour maigrir, il faut que... Et vous voyez que tous les régimes marchent. Il n'y a pas tous les régimes marchent, puisque en général, ils sont restrictifs. Donc si je n'apporte pas l'énergie, mon corps va utiliser l'énergie du corps qu'il attend. Donc il va commencer par... il n'y a pas de glucose, parce que lui, il commence par utiliser d'abord le glucose. Quand il n'y a pas de glucose, il est obligé de s'attaquer aux lipides, aux graisses. Or, on vous a dit que le glucose vient et se transforme en quoi? En graisse triglycéride. Donc si je n'ai pas mangé, il faut que les fonctions du corps, le cœur doit battre, les choses doivent se poser. Mon corps va attaquer les graisses, il dit à la graisse, on a besoin d'énergie. Et voilà comment le ventre fond. Parce que, malheureusement, ce qui est bien, c'est que le ventre fond plus facilement. Bonne nouvelle pour les hommes, quand on a le ventre et qu'on fait un peu de régime ou de sport, le ventre peut fondre facilement. Mais malheureusement, pour les femmes,
mes cuisses ici, ça très oui, parce que ça s'accroche. Mais n'oublions pas une chose, c'est pas forcément mauvais, pas du tout. Il y a ce qu'on appelle l'obésité. Quand on dit obèse, ici, obésité pomme, obésité poire, on parlerait plus d'avocat. Parce qu'il y a le fruit, la poire qui est comme ça. Donc vous voyez que c'est l'obésité de la femme, c'est le bas. Alors que chez nous, c'est le rond, c'est comme un cerceau. Cette obésité est dangereuse, c'est elle qui donne les maladies. Non, chez les hommes. Donc quand on a la graisse qui est dans le ventre, elle peut être sous-cutanée, ça veut dire juste sous la peau. Elle n'est pas grave. Mais celle qui est profonde, elle est dangereuse. On appelle ça profonde. Et le ventre est dur. Vous sentez que le ventre est dur. Pourquoi elle est dangereuse? Parce qu'elle va s'entourer au niveau du foie, du pancréas, des viscères, comme on dit à l'intérieur, des organes à l'intérieur. Et ces organes ne travaillent plus bien. Donc si c'est le pancréas, il n'y a plus d'insuline qui est sécrétée. Si l'insuline n'est plus sécrétée, qu'est-ce qui se passe? Le sucre reste dans le sang. Et si le sucre reste dans le sang, c'est le diabète. C'est ça le diabète. Votre glycémie est au-dessus d'une certaine valeur, vous avez le diabète. Et quand vous avez le diabète, la complication du diabète, c'est quoi? Le maladie cardiovasculaire. Ça va arriver soit à l'AVC, soit à la crise cardiaque. On verra ça. Mais ça vous crée des autres micro-inflammations. Et la graisse aussi au niveau du ventre empêche que le corps fonctionne. Mais au-delà de ça, la graisse elle-même produit des hormones. Hein. Ça, on ne le savait pas. On le découvre. Le tissu gras, ici, produit plus de 100 hormones. Mais malheureusement, 85% de ces hormones sont mauvais pour le corps. Ce sont des hormones qui sont inflammatoires. Chaque fois qu'on parle d'inflammation, c'est pas bon. Parce que l'inflammation, pour faire simple, c'est un peu comme le champ de bataille. Soit pour attaquer l'ennemi, soit pour détruire quelque chose. C'est un champ de bataille. Et chaque fois qu'il y a le champ de bataille, il y a des dégâts. Parce qu'il y a des radicaux libres qui vont rester. Et ces radicaux libres vont attaquer quoi? Nos cellules. Et donner le cancer. Donc il faut tout que ça reste dans la tête. Donc le glucose, c'est pour ça qu'il faut apporter une quantité suffisante de glucose par jour. Or, dans notre alimentation, on apporte beaucoup plus de glucose. Et vous allez voir que les gens grossissent à cause du glucose. Quelqu'un dit, non, je mange un peu, hein. Ah, c'est du sucre. Donc il faut, alors nous, pour regarder le petit déjeuner, on prend le truc, on met 4 morceaux de sucre. On mange le pain qui a du sucre. Parce que le pain, c'est la meilleure. Il ne faut pas l'oublier. On met le lait qui est sucré. On peut encore, peut-être c'est le muesli, le popcorn, tout ça c'est sucré. Et ça, c'est dangereux. Donc, on estime que la quantité de sucre dont l'organisme, enfin, qu'il ne faudrait pas dépasser par jour, c'est 50 grammes. Il ne faut pas dépasser chaque jour. Dans tout ce que vous mangez, sucre, donc glucose. 50 grammes, je vous ai dit un morceau de sucre, c'est combien de grammes? Donc ça veut dire 10 morceaux de sucre maximum par jour. Et quand on dit 10 morceaux de sucre, ce n'est pas au petit déjeuner. Non, ce n'est pas dit que vous mettez 10, après vous allez encore manger la pomme de terre, la patate. Non, c'est compris dans la patate, le pain, la pomme de terre que vous allez manger toute la journée. 50 grammes. Et la bière. Ah bien sûr, et la bière, forcément, puisque la bière, on vous a dit non, la bière c'est de glucose. Donc vous augmentez. Donc il faut tenir compte de tout ça. Donc, vous voyez pourquoi les gens qui boivent la bière grossissent? Parce que voilà le maltose qui arrive, ça apporte beaucoup de sucre. Ils mangent, pendant ce temps, ils mangent le macabo ou la patate avec la viande. La viande, on va voir tout à l'heure les conséquences. Ils mangent avec le taro. Donc, il apporte du sucre, du glucose. Il apporte le sucre, compris dans la patate. Il apporte le sucre. Mais tout ça prend. Donc, l'insuline est produite. Il ouvre les muscles, il met pour 20 minutes. Et après, l'autre, il va où? Pas stocker dans le gras. Pourquoi 20 minutes? Et c'est pour ça, quand je dis tout à l'heure, quand on fait l'activité physique, c'est au moins 30 minutes. Parce que les 20 minutes que vous allez faire, c'est la réserve d'énergie du glucose qui est dans vos muscles. Il utilise le glucose. Mais au-delà, il est obligé d'aller attaquer les graisses. C'est pour ça que quand on fait le sport, c'est au moins 20 minutes d'activité. Il faut que le cœur batte au moins à 110 battements par minute. Donc c'est important. Le glucose. Alors, il y a une notion qu'on appelle l'index glycémique. C'est quoi l'index glycémique? Et c'est bon à connaître. L'index glycémique, c'est la capacité pour un aliment à augmenter le sucre dans le sang, donc le glucose.
Donc, l'index glycémique, c'est la capacité d'un aliment à augmenter vite, plus ou moins vite, voilà, plus ou moins vite le sucre dans le sang. Et la valeur, l'index glycémique de référence, c'est le glucose. Bon, c'est un test qu'on fait, on donne une quantité de glucose, au bout de 2 heures, d'1h50, on dose la glycémie, 30 minutes après, on dose, on essaie de voir, on fait une courbe, et bon, c'est un truc un peu compliqué. Donc le glucose est fixé à 100. On estime que c'est le maximum, c'est 100. Maintenant, on va aussi doser pour les autres aliments. Et ça, vous avez ça dans le... Vous allez dans le Google, vous tapez index glycémique, vous aurez la liste de tous les aliments. Le pain. Parce que quand on parle, c'est la capacité d'un aliment à augmenter le sucre. Or, le glucose, ce n'est pas un aliment, c'est un nutriment. Faites la différence, c'est un nutriment. Donc on le met à 100 puisque c'est lui qu'on parle, le sucre. Mais le pain n'est pas constitué que de glucose. Il y a d'autres éléments, il y a les lipides, il y a les protéines, il y a ainsi de suite, des machines. Le pain que nous mangeons le matin, il est à 80. Le pain est à 80. Vous prenez des pâtes, des pommes de terre, les spaghettis, le riz, ils sont à 70. Ça veut dire quoi concrètement? Parce que déjà on a du mal à comprendre. Ça veut dire que quand je prends un plat de riz, je mange un plat de riz, très vite ma glycémie augmente, très vite. Et quelle est la conséquence? Parce que la glycémie doit être à 1 gramme par litre, elle est constante. Donc elle va monter peut-être à 2, 3. Le corps réagit. Il va sécréter l'insuline pour abaisser ça. Mais la baisse en faisant quoi? En ouvrant le muscle, en mettant le glucose dedans. Et la glycémie, donc la quantité de glucose dans le sang baisse. Mais le problème, c'est que quand j'apporte une grande quantité très vite, le corps réagit aussi en sécrétant une grande quantité d'insuline. Elle abaisse cette glycémie, mais elle abaisse tellement bas qu'elle va plus bas que 1 gramme. Voilà la limite. J'ai augmenté, l'insuline est produite, au lieu de baisser et s'arrêter ici, il va plus bas. Mais quand il va plus bas, je suis en quoi? Comme quelqu'un a dit, en hypoglycémie. Le corps te dit, mon ami, va ramener le sucre. Mais l'insuline, c'est quoi? C'est la molécule qui stocke. Le sucre est parti, il a stocké sur le gras. Et c'est ça qui fait que, après avoir mangé les aliments sucrés, les bonbons, le chocolat, la glace, sucrée dans la bouche, au bout d'1 heure, 2 heures, vous avez encore faim. Vous commencez à... Voilà comment on commence les grignotages, voilà comment on commence à prendre le poids. Parce qu'on mange des aliments à index glycémique haut. Donc il faut éviter les aliments à index glycémique élevé. Parce que ça pousse à aller manger, à grignoter pour rétablir l'équilibre. C'est normal. Donc il faudrait... Pourquoi des aliments à index glycémique bas? Parce qu'au lieu que la glycémie augmente vite pour baisser, il vaut mieux que la glycémie augmente progressivement. Quand elle va augmenter progressivement, elle va aussi baisser progressivement et retrouver sa valeur. Et ce sont des aliments qu'on mange 4-5 heures après pour manger sans problème. Donc c'est important. Donc quand on grossit, il n'y a pas de hasard. Il y a rarement le hasard dans ce que sont en dehors des cas de maladie. Faisons donc attention au glucose. Le glucose, je vous ai dit, c'est l'élément de référence. Il est à 100. Le maltose, quand on faisait, on ne savait pas. Hein. Le maltose est à 105. Ça veut dire qu'il dépasse le glucose. Au niveau de l'index glycémique. C'est-à-dire que quand je bois la bière, ma glycémie augmente très vite. Très vite, plus vite que le glucose. Et si je termine une bouteille, 2 bouteilles, vous voyez comment la glycémie s'en va. Et vous poussez donc votre pancréas à sécréter l'insuline. Mais la conséquence, c'est quoi? Voilà comment on a le diabète. Parce que le pancréas, quand il sécrète vite, mais si vous mangez comme ça, vous faites comme ça tous les jours, le pancréas va toujours sécréter de grandes quantités, vous allez continuer à stocker. Le corps humain est fait comme ça. Il y a des gens qui génétiquement ont de l'espace, ils vont stocker, aussi ça. Ils n'auront pas de diabète. Mais il y a d'autres qui, au bout d'un certain moment, ils ne peuvent plus stocker. Mais quand on dit qu'on stocke, c'est dans les cellules de tissu adipeux. Quand on dit tissu adipeux, c'est gras. Adipocyte. Adipeux, c'est gras et cyte, c'est cellules. Donc ce sont aussi des cellules. Or, ces cellules-là, quand vous apportez, première chose, elles vont augmenter de volume pour stocker. Et deuxième chose, elles vont se multiplier, donc augmenter en nombre. Mais le problème avec les cellules gras,
c'est que le jour où vous décidez de maigrir, le nombre ne diminue pas. Elles vont diminuer en volume, mais les quantités de qui a augmenté va rester. Voilà le danger du sucre. Ça ne va pas diminuer. Donc, quand vous stockez trop de graisse, bah, à un moment, vous ne pouvez plus stocker. Le tissu gras envoie un message au cerveau, il dit non, moi j'ai fait de place, vraiment, débrouillez ou ailleurs. Donc, qu'est-ce qui va se passer? L'insuline va passer partout, va stocker où? Dans le foie, dans les muscles. Il va essayer de trouver où stocker. Mais quand vous stockez dans le foie, c'est très dangereux. Vous êtes en train de toucher à un organe vital. Et si vous avez constaté aujourd'hui, il y a beaucoup de maladies du foie gras. Il y a des gens qui ne boivent pas. Ils ont le foie qui est gras. Alors qu'on savait qu'avant qu'on parle de cirrhose, c'était le liver parce que c'est de l'alcool qui effectivement pose le problème de foie. Bon, aujourd'hui, des gens ne boivent pas, mais ils ont le foie gras. Ce qu'on appelle, je ne sais pas, j'ai écrit pour que vous sachiez, la NASH. C'est en anglais, non-alcoolique stéatohépatique. Ça veut dire que, en gros, la maladie du foie gras, l'hépatite, la stéatohépatique non-alcoolique, une fois maladie du foie gras. Il y a un produit qu'on va pas produire, un aliment qu'on vend. Je ne sais pas si vous avez entendu déjà parler de ça, le foie gras. 120 grammes, ça coûte 15 000 francs. Ou 200 grammes, c'est 15 000 francs. C'est très bon. Mais c'est le foie gras de quoi? De l'oie ou du canard. Comment on fait pour avoir ça? On les garde. Elle dit qu'on ouvre la bouche, on met le l'entonnoir, on verse le maïs, on met le maïs, plein. Au bout d'un certain temps, le foie devient comme ça, on tue l'animal, on bat la viande, on voit le foie gras qui est un produit de luxe. J'ai parlé de quoi qu'on nourrit avec? Ah, donc le maïs est riche en fructose. Or, le problème du fructose, c'est qu'il n'y a que le foie. Ça se peut aussi ailleurs, mais c'est le foie qui doit le transformer en quoi? En glucose, qu'il soit utilisé par le corps. Donc, quand vous mangez trop de maïs, vous faites travailler votre foie. Et quand le foie est deux trucs, quand le foie voit ça arriver, il met de côté il travaille pour eux. L'alcool et le fructose. L'alcool et le fructose. Donc quand vous commencez un repas en mangeant l'alcool, le repas qui vient, le foie prend cette ligne, mettez-vous de côté, il faut d'abord que je travaille l'alcool, que je transforme. Pas prêt. Quand c'est le fructose, il faut d'abord que je m'occupe de lui. Donc quand le fructose il va transformer en glucose, s'il y en a beaucoup, il garde une partie chez lui. Et après, c'est comme ça qu'on fait le foie gras. Je vous ai dit qu'on donne le maïs aux oies. On garde au bout de quelques mois, même pas. Le foie gonfle, prend le volume, on tue l'animal, on passe un produit. Vous dites produit luxe, 120 grammes à 15 000 francs. Quand vous goûtez, c'est bien, ça c'est sûr. Mais c'est un produit de luxe. Mais ce qui est chez l'animal est vrai chez l'animal, est vrai chez nous, nous sommes des animaux. Donc ceux qui mangent le maïs en forme de couscous, en forme d'importe quoi, ben, il y a des risques. Il ne faut pas manger tous les jours des grandes quantités. On verra à la fin. Donc vous voyez que le sucre, il faut du sucre parce que ça apporte de l'énergie, mais il faut la quantité qu'il faut. Sinon, ça crée des problèmes. Alors voilà, je parlais de l'index glycémique. Vous avez, dans votre téléphone, vous allez taper index glycémique des aliments. Vous aurez pour 1000, 2000 aliments, hein. Vous avez les index glycémiques. Donc il faut privilégier les aliments à index glycémique bas. Les aliments à index glycémique bas, c'est quoi? C'est les légumes. Les légumes sont dans le 20, 25. Au niveau des fruits, vous avez par exemple les agrumes qui sont à 26. L'ananas, c'est dans je crois aussi les 50. Donc l'idée c'est de manger les aliments à index glycémique bas, c'est-à-dire inférieur à 55. Mais plus que l'index glycémique, c'est la charge glycémique qui est un problème. Donc la quantité, ce n'est pas l'aliment en tant que tel. Je vous prends deux exemples. On a la pastèque. La pastèque est à 70, un fruit. Il est à 70. Le melon est déjà dans les 50 ou 55. Or, si on vous dit ça comme ça, vous n'avez pas mangé de pastèque. Mais c'est pas ça. Je mange la pastèque, mais la quantité. Parce que si je dis le melon est mieux que la pastèque, je m'en vais terminer un melon. C'est pire que de manger un morceau de pastèque. C'est ça qu'on appelle la charge glycémique, c'est lié à la quantité. Parce que vous allez apporter une grande quantité et rapidement de glucose qui va faire agir
votre foie qui va sécréter l'insuline. L'insuline va stocker. Même moi, il peut plus stocker. Le sucre va rester dans le sang. L'insuline va même venir cogner au muscle. Le muscle dit, dégage, moi je suis plus là. Donc l'insuline, c'est ce qu'on appelle l'insulino-résistance. Il ne peut plus fonctionner. Et après, le pancréas ne fait que sécréter. Même moi, il fait quoi? Il se fatigue. Il n'y a plus il sécrète vraiment une petite quantité d'insuline. Le sucre fait quoi? Il reste dans le sang. Mais quand le sucre est dans le sang, quand ça passe, le sang passe dans le cerveau est embêté. Parce qu'il y a une grande quantité, le cerveau n'a pas de réserve, ça l'embête, il doit travailler. Le corps doit travailler dans un milieu où on doit avoir 1 gramme, mais vous avez beaucoup de sucre. De quoi des problèmes? Toutes vos réactions sont là, et c'est ça le diabète. Voilà le diabète, parce que le pancréas ne sécrète plus l'insuline en quantité. Et même quand il sécrète, l'insuline n'est plus fonctionnelle, parce que le muscle ne veut plus. Et je signale qu'il y a en gros 2 types de diabète. Il y a le diabète de type 2, ce qu'on est en train de parler, donc qui touche l'adulte, qui commence vers 40, 45 ans, où on mange, on a le gros ventre, on a ça. Ça, c'est le diabète de type 2, mais donc ça représente à peu près 85% des cas. Et il y a le diabète de type 1, qui touche les enfants. Les enfants de 15 ans, 10 ans, ils peuvent avoir ça. Alors, la différence, c'est quoi? C'est qu'il a le pancréas, mais il n'a plus de cellules qui sécrètent l'insuline. Donc, il ne sécrète plus du tout l'insuline. On va parler du diabète insulino-dépendant. Ça dépend de l'insuline. Ces enfants-là, on est obligé de faire quoi? Injection. On donne l'injection parce qu'il est obligé chaque fois d'apporter l'insuline, chaque jour. Il est obligé soit de trouver des insulines qui réagissent sur le long terme, ou chaque fois avant chaque repas, il sécrète l'insuline. C'est ça le danger. Et ceux qui ont le diabète, les adultes, on donne des médicaments qui vont stimuler la production d'insuline, ou bien ouvrir nos muscles pour permettre que le sucre rentre. C'est ça qui fait baisser le diabète. Mais le danger avec les médicaments antidiabétiques, c'est que si vous ne faites pas l'effort au niveau de la diététique, de votre façon de vivre, l'activité physique et tout ça, ce qui va se passer, c'est que les médicaments à la longue vont être inefficaces. Et on va faire quoi? Vous risquez de finir par prendre l'insuline. Et n'oubliez pas, l'insuline, c'est la molécule qui stocke. Donc quand vous commencez à prendre l'insuline, vous commencez à grossir. Si vous ne changez pas vos habitudes alimentaires, c'est capital à comprendre. Donc vous allez commencer à stocker vos et puis ça pose des problèmes. Donc, vous regarderez dans l'étude les différents aliments. Mais ce qui est sûr, il faut éviter. Le pain, il faut éviter pour le cas humain. Les pâtes, le riz et le pain, le maïs. Non, pâtes. Le maïs. Il y a 3 éléments. Le riz, pâtes, pommes de terre. Voilà. Pommes de terre. L'indice glycémique est top. Ça monte très vite. Ouais. L'indice glycémique. Quand on dit, écoutez, on dit d'éviter, c'est pas dit d'enlever. Ça veut dire que je mange une fois toutes les 2 semaines. Après la vie, c'est un choix. C'est un choix. Pourquoi? Parce que l'indice glycémique monte vite. Et quand ça monte vite, ça pousse le corps à réagir. Donc, vous regarderez l'indice glycémique dans les livres. Donc, il y a des aliments comme ça qu'on mange, on dit c'est bien, mais c'est pas. Ok. Voilà on arrive maintenant aux lipides. Donc, les lipides, c'est ce qu'on appelle les graisses. Et on va maintenant comprendre ce que je vais expliquer au niveau de la chimie. Sachez que les graisses aussi, forcément, quand vous mangez trop de graisse, vous stockez. Parce que si vous prenez les glucides, vous prenez beaucoup de lipides, ben, le corps va utiliser les glucides comme le glucose comme énergie. Mais les graisses, il va les mettre où? Il va aussi stocker. Il va stocker. Mais dans les graisses, on a 2 types de graisses. Il y a les graisses saturées. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qu'on a fait en chimie là-bas. La simple liaison de carbone-carbone saturée parce qu'il ne peut plus réagir. Et on a des graisses insaturées. Donc les doubles liaisons qu'on avait vues et les triples liaisons. C'est ça, parce qu'elles peuvent réagir. Et donc, il faut donc privilégier les graisses insaturées. Parce que les graisses saturées se déposent dans nos veines. Et quand elles se déposent dans nos veines, la conséquence c'est quoi? Complications cardiovasculaires. On en a 2 complications vasculaires. Crise cardiaque ou AVC. Accident vasculaire cérébral. Ça se passe au niveau des os. Ça veut dire quoi? Quand on mange trop gras,
on ne fait pas de sport, on fume. Et ça, c'est très grave chez les fumeurs. Les fumeurs, parce que la cigarette durcit les veines. Les veines doivent bouger. Quand la veine se dilate, on dit vasodilatation. Vaso pour dire vaisseau, dilatation, il augmente de volume. Et quand il réduit le volume, on dit vasoconstriction. Et ça dépend des phénomènes. Je vous ai dit tout à l'heure que si vous sortez et que vous tenez, vous voyez un lion. Ah, les phénomènes se mettent ensemble. Peut-être que vous venez de manger. Quand vous venez par exemple de manger, le sang est en priorité dirigé vers la digestion. Il doit faire le travail. C'est l'énergie. Or, le sang apporte de l'énergie, ça apporte de l'oxygène, ça apporte tout ça pour que vous digérez. Et si le sang apporte de l'énergie vers la digestion, il diminue vers le cerveau. Et c'est ça qui explique qu'après avoir mangé, c'est parce que le cerveau, le sang a du mieux pour aller faire la digestion. Donc plus vous mangez, plus la digestion a besoin d'énergie. Donc, et tout ça est fait par quoi? La vasodilatation. Donc les vaisseaux de digestion vont augmenter pour faire le travail. Et ceux du cerveau vont du mieux et ça va faire que vous dormez. C'est donc important, la vasodilatation. Donc, or, quand on mange trop de produits saturés, des graisses saturées, elles se déposent dans les vaisseaux. Les vaisseaux, c'est un tube. Elles vont se déposer dans les vaisseaux. Et les gens parlent aussi du cholestérol. Mais ça, c'est un autre problème, parce qu'on en parlera plus tard. Parce que le cholestérol, on l'a pris comme l'ennemi, alors qu'il n'est pas l'ennemi comme on dit qu'il est. On verra ça plus après. Donc, à la longue, les graisses se déposent. Au fur et à mesure, elles se déposent. Et un jour, ça bouche. Si c'est le cœur que ça bouche, c'est la crise cardiaque. C'est-à-dire que le sang ne passe plus pour aller ravitailler l'autre partie du cœur, il s'arrête. Si c'est au niveau du cerveau, c'est l'AVC. C'est comme ça l'AVC. Donc vous perdez connaissance parce que la partie du cerveau n'est pas élevée, on tombe. Donc ça peut aller très grave. En général, chez vous ici en Afrique, c'est l'AVC. Chez les Occidentaux, c'est la crise cardiaque. En général. Ça, c'est des complications des maladies cardiovasculaires. C'est pour ça qu'il ne faut pas manger trop de graisses saturées. On va voir ce que c'est que les graisses saturées. Il faut privilégier les graisses insaturées qui sont bien pour le corps. Et je voulais aussi dire un mot. Vous voyez souvent, il y a des femmes qui ont des varices. Les varices, ça veut dire que c'est le sang qui reste en bas du corps. Et le corps n'arrive plus à aller pomper. Parce qu'en dessous des pieds, on a des valvules qui sont comme ça. Donc quand le corps pompe, le sang passe, ça bloque pour que le sang ne redescende pas. Chaque fois. Bah, à un certain moment, vous pouvez avoir des valvules qui sont faibles. Donc ils pompent, la valvule n'arrive pas à fermer et le sang stagne. Mais le danger de ces varices-là, c'est-à-dire que vous avez des petites veines là qui sont là, c'est que vous pouvez faire des caillots sanguins. Ces caillots, quand ça reste au niveau des pieds, c'est pas grave, c'est pas un domaine important. Mais le danger, c'est que le sang peut détacher ce caillot sanguin et ça va donc faire la même chose. Bloquer au niveau du cerveau, l'AVC, bloquer au niveau du cœur, bloquer aussi au niveau du poumon. C'est ça l'embolie pulmonaire. On doit entendre ça. Alors pour éviter ça, il faut faire l'activité physique. Et sachez que les femmes, quand vous portez les talons, vos mollets ne travaillent plus. Et ça c'est sûr, ça ne travaille plus. Donc le tube peut stagner. Il faut de temps en temps marcher avec les bas. En tout cas, faire l'activité. Si vous venez au travail avec les talons, essayez d'avoir faire l'activité avant. Donc, les graisses saturées. Une graisse saturée que nous consommons chez nous ici, c'est quoi? L'acide palmitique. Palmitique, vous savez de quoi? Palme. L'huile de palme. C'est un acide gras saturé. Le beurre a des acides gras saturés. Je ne dis pas qu'il ne faut pas consommer, mais je dis qu'il faut réduire. Il y a les petits carrés de beurre de 10 grammes. Consommez ça. Oui, 10 grammes. Mais quand quelqu'un prend une moitié de beurre, il fait ça tous les jours. Il est en train d'aller dans les maladies cardiovasculaires avec l'hypertension. Les dépôts, là, on appelle ça la plaque d'athérome. L'athérosclérose, ça reste là. Donc, réduire les graisses saturées dans le beurre, dans l'huile rouge. Quelqu'un qui mange les nourritures qui ont l'huile rouge, ça c'est l'enjeu. Privilégier les graisses insaturées. Et parmi les graisses insaturées, on en a 3 qui sont importantes. Et vous voyez qu'on revient à ce que j'avais parlé. J'avais parlé des oméga. Il y a oméga 3. Donc souvenez-vous que j'avais fait le carbone en disant qu'il y a le carbone primaire qui fait la fonction qui est alpha.
et le carbone dernier qui est oméga. Donc quand on parle des oméga 3, ça veut dire qu'on compte le carbone à partir d'ici 1, 2, 3 et il y a une fonction là-bas. Donc on dit les oméga 3, oméga 6 et oméga 9. Voilà en gros les 3 acides gras qui sont importants pour le corps. Les oméga 9 riches dans l'huile d'olive, dans les noisettes, même les arachides en long, mais le problème c'est la quantité. Faites attention, parce que les arachides sont gras, ont trop de graisse. Mais ce qui est bien surtout, huile d'olive, un peu de noisette. C'est une poignée, hein, pas plus. Une poignée. L'huile d'olive, c'est une cuillère à la soupe que vous mettez dans votre salade, vous mettez dans votre vous prenez comme ça. Vous faites cuire votre omelette, vous mettez un peu d'huile d'olive, pas que ça chauffe trop. Parce que vous savez que toutes les huiles qui fument, vous avez transformé l'huile et ça produit des produits cancérigènes, des substances cancérigènes. Donc faites pas attention à la cuisson. Donc, oméga 9, huile d'olive et noisettes sont très bons pour la digestion et contre les maladies cardiovasculaires. Pourquoi 9? Parce qu'il est sur le 9e carbone en commençant. Pourquoi quand on dit insaturé, oméga 9, ça veut dire que la double liaison commence à partir du 9e carbone. C'est ça que ça veut dire. Oméga 6, ça veut dire que la double liaison commence à partir du 6e carbone. Oméga 3, c'est pareil. Oméga 6, qui sont aussi bien, mais il y a un problème. Et je vais expliquer ça tout à l'heure. Et les oméga 3. Mais les oméga 3, quels sont les trucs qui sont riches en oméga 3? Premièrement, les poissons gras. Et quels sont les poissons gras que nous avons ici? Maquereau, sardine, thon. Voilà les 3 poissons gras que nous avons ici. Ceux qui sont en Europe, c'est le hareng, l'anchois, le saumon. Je dis quand même pour que vous reteniez, il ne faut pas aller comme on dit c'est le saumon. Non, il ne mange pas. C'est riche en oméga 3, même si ça ne vous plaît pas. Donc, oméga 3. Or, maquereau, sardine, thon, ça veut dire que je fais ma salade. Là. Je mets mes carottes, le chou, l'oignon, l'aubergine, tout ce que vous voulez. Je prends ma sardine, je mets au-dessus sur ma viande. Entre guillemets, ma protéine, je mange, ça m'apporte des bons oméga 3. Ou demain, je prends le thon dans la boîte, là, je verse l'huile qui est là. Il faut qu'on enlève l'huile parce que et je mélange. Hein. Voilà. Demain, sur le maquereau, on va voir ça à la fin, comment manger. Bon, vous voyez que j'ai sauté les oméga 6. Pourquoi? On n'a pas en réalité de problème avec les oméga 6. Parce qu'on en a même justement trop dans notre alimentation. Parce que les oméga 6 sont dans tout ce qui est gras en général et dans tout ce qui est huile. Surtout l'huile de tournesol, l'huile de maïs, l'huile de voilà, c'est l'huile de soja. On a trop d'oméga 6 dans notre alimentation. Or, pour une bonne santé, c'est un rapport. C'est-à-dire qu'il faut un oméga 3 pour 5 oméga 6. Donc j'ai un oméga 3 pour 5 oméga 6. Mais dans la réalité, nous avons un oméga 3 pour 20, 40, 50 oméga 6. Ce déséquilibre-là crée un problème. Parce que les oméga 6 sont inflammatoires, c'est-à-dire créent des micro-inflammations dans le corps. Et chaque fois qu'on parle d'inflammation, c'est le problème. Inflammation, ça veut dire ça peut créer des maladies. Et tous ces trucs-là, c'est tout à long terme. Hein. Sur 10 ans, vous mangez sans problème. Le corps réagit. Hein. Il y a 10-15 ans, un jour vous vous levez, partez, vous avez l'hypertension, vous avez le diabète, c'est ça. Ce sont ces trucs-là. Donc les oméga 6, ça veut dire que dans notre alimentation, il faut donc réduire les oméga 6 et augmenter les oméga 3 pour que le rapport soit respecté. Parce que les oméga 3, quel est l'avantage? Ils sont anti-inflammatoires et luttent contre l'inflammation. On est en manque partout, hein, pas seulement ici en Afrique, partout dans le monde. Hein. Les gens ont du mal. Donc, dans les poissons, on a donc, les poissons, mais on a aussi ça dans les végétaux. Parce que dans les poissons, vous avez ce qu'on appelle les oméga 3 marins, et notamment le DHA, le BA et le DHA. Ce sont les deux oméga 3 qui sont essentiels. C'est quoi? Qui sont importants, parce qu'ils sont aussi très importants pour le cerveau. L'acide eicosapentaénoïque. Eicos, ça dit 20 atomes de carbone. Penta, 5 doubles liaisons, on les saturés, acide qui est bon. Et l'acide d'eicosahexaénoïque, 22 atomes de carbone et 6 doubles liaisons.
Parce que je dis ça parce que vous allez lire, vous allez voir, il ne faut pas que vous soyez surpris. Donc ça, ce sont les oméga 3 marins, mais il faut aussi l'oméga 3 végétal qui est la base des oméga 3. Ça, c'est l'acide alpha-linolénique qui vient des végétaux. Mais quels végétaux? Les amandes. Ce n'est pas les amandes que nous avons ici, les amandes importées là. Les noisettes, pas ce que nous avons ici. Les noix, parce que les noisettes que nous avons ici sont plus riches en oméga 9 et d'autres graisses. Mais amandes, noisettes, noix, pour les oméga 3, il y a aussi l'huile de colza et l'huile de lait pour avoir les oméga 3. J'avoue que moi-même, je n'ai jamais vu l'huile de colza. Vous voyez, c'est tout bien de noter parce que vous pouvez arriver chez quelqu'un, vous voyez ça, vous demandez où l'acheter, vous utilisez ça dans votre salon. Ça va vous apporter les oméga 3 qui sont capitaux. On estime que la différence, ce qui a fait la différence entre les êtres humains et le singe, parce que nous sommes à peu près cousins, c'est parce que les hommes se sont installés à côté des mers, ont commencé à manger les poissons qui étaient riches en oméga 3, qui a développé notre cerveau, notre cortex, qui a fait que nous allons faire l'extinction. Donc les oméga 3 c'est capital, vraiment capital, il faut rechercher ça. Anti-inflammatoire, lutte contre les maladies cardiovasculaires, l'hypertension et tous ces trucs. Oméga 3. Oméga 9, l'huile d'olive, les noisettes, mais toujours les quantités. Oméga 6, on en a dans tous nos huiles. Donc, ça veut dire qu'il faut réduire les fritures, ce qui est fruit, plantain fruit, pomme fruit, poisson fruit. Toujours les fritures, ça apporte des huiles, forcément. On peut pas le donner. Vous avez vu l'huile qu'on a vu là-bas? C'était quand quantité. Ça vous apporte des oméga 3, micro-inflammation. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, voilà les lipides, donc bonne graisse. Éviter les graisses saturées, augmenter les graisses insaturées.